Et bonjour, je suis Primera. Bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, un update de mes dernières lectures. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 romans, 2 essais et un magazine que j'ai découvert récemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Ce serait très encourageant et me ferait énormément plaisir. Je vais d'abord vous parler de Galant, le dernier roman fantastique de Victoria Ishwa, publié aux éditions Lumen. Nous suivons Olivia, une jeune fille muette et orpheline qui a pour seul lien avec son passé et ses parents disparus le journal intime de sa mère, empli de mystères. Cette dernière lui enjoint de ne jamais s'approcher de Galant afin de demeurer en sûreté. Mais quand Olivia reçoit la lettre d'un oncle dont elle ignorait tout, la conviant au manoir de Galant, elle choisit de ne pas prendre en compte le conseil de sa mère et quitte son triste quotidien pour se créer un nouvel avenir aux côtés d'une famille. Mais le manoir et ses habitants, pas toujours accueillants, sont animés d'ombre et de secrets. Galant est un beau livre, grand format, avec sa jolie couverture et ses illustrations à l'intérieur, qui nous offre un texte fluide et prenant. J'ai trouvé les idées de l'autrice très bonnes, mais l'ensemble aurait selon moi gagné à être davantage approfondi. Je n'ai hélas pas ressenti l'ambiance évoquée, alors que j'aurais adoré, et avais vraiment le sentiment que tout s'enchaînait trop vite et ne nous laissait pas le temps de savourer les mystères de Galant, un cadre pourtant propice aux frissons, et à nous plonger dans une atmosphère intense. C'était sans doute dû au fait que ce livre soit un tome unique destiné à un public jeunesse. J'ai par contre trouvé que l'on ressent bien des émotions de l'héroïne, sa frustration de ne pas avoir de voix, de ne pas pouvoir verbaliser ses agitations, ses espoirs et ses craintes, non pas tant à cause de son handicap, mais de la volonté de ceux qui l'entourent ne la laissant pas s'exprimer. Pour résumer, je dirais que je suis un peu restée sur ma faim, malgré de bons moments de lecture et que je regrette d'avoir cette impression que Galant avait un excellent potentiel qui n'a pas été entièrement exploité du fait de son aspect jeunesse. C'est un avis évidemment très personnel, je lis plus souvent des livres pour un public adulte allant plus en profondeur. C'est le premier roman de l'autrice que je découvre et, dans l'ensemble, mon ressenti est positif. Je compte bien faire la lecture d'autres de ses titres à l'avenir. Ma lecture suivante a été Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Ce fut ma première lecture d'un Agatha Christie. Un autre livre de sa plume était présent dans ma pile à lire avant celui-ci, mais le retour de Ling the Sun dans l'un de ses coins lecture m'a donné envie de découvrir Ils étaient 10 sans trop attendre. Je compte bien lire pour autant Le Crime de l'Orient Express à l'avenir, peut-être pour le prochain Cold Winter Challenge. Pour en revenir à Ils étaient 10, je n'ai pas forcément été convaincue par le début du récit, avec l'introduction de ces nombreux personnages peu sympathiques que j'avais du mal à différencier. Mais j'ai plus tard été happée par ma lecture. Bien que les protagonistes ne soient pas attachants avec leur attitude et passé troubles respectifs, on partage leur angoisse face au piège de cette île isolée qui semble vouloir être le théâtre de leur mort, jusqu'au dernier d'entre eux. Les mystères et le suspense de l'histoire sont admirablement menés, et j'ai été surprise par le dénouement. J'ai apprécié découvrir cette œuvre qui aura inspiré de nombreuses histoires où l'on retrouve des individus réunis afin d'être jugés, et suis bien contente d'avoir enfin franchi le pas vers les écrits d'Agatha Christie. J'ai ensuite lu le dernier essai de Mona Chollet, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, publié une nouvelle fois aux éditions Zone, qui nous propose des textes critiques et militants. J'ai déjà lu de la même autrice et publié chez le même éditeur, Sorcière et Beauté fatale, que j'avais énormément apprécié, 2 ouvrages féministes dénonçant eux aussi l'impact négatif de notre société patriarcale sur les femmes. Mona Chollet est une autrice que j'aime beaucoup. Ses livres m'ont énormément appris et ont joué un rôle important dans mes réflexions et déconstructions féministes. Son discours est toujours riche de nombreuses références à la culture, art et littérature, d'anecdotes personnelles, de témoignages et de citations pertinents. Il en est de même dans Réinventer l'amour, qui a été pour moi un véritable coup de cœur. Si je l'ai emprunté à la bibliothèque, je pense me procurer mon propre exemplaire, afin de pouvoir le relire attentivement et prendre des notes, ainsi que de lui donner la place qu'il mérite dans mes étagères, en tant que rouage important de mon développement personnel et féministe. Elle y aborde de nombreux points, tels que les violences conjugales, les idéaux amoureux ou bien les fantasmes, chaque chapitre m'ayant autant intéressé que l'autre, si ce n'est plus. Le seul point négatif, si je puis dire, que je soulèverai, c'est que le livre s'achève brusquement, et que je n'aurais vraiment pas été contre quelques chapitres supplémentaires tellement j'ai apprécié ma lecture, ses thématiques et les différents points qu'elle interrogeait. Je trouve les essais de Mona Chollet plutôt accessibles et assez édifiants, et nous devrions tous réfléchir au sujet qu'elles abordent et éventuellement découvrir ces ouvrages, afin de porter un nouveau regard ou d'alimenter notre vision de la société dans laquelle nous vivons en tant qu'individus.
J'ai ensuite terminé la trilogie des châteaux, la trilogie de Hurle, avec La maison aux 1000 détours de Diana Wynne-Jones. Je suis encore une fois peu sûre de la prononciation. Cette dernière a été publiée aux éditions Inis depuis 2020. Shermaine, jeune fille passionnée de lecture, caractérielle et peu débrouillarde, se retrouve à garder quelque temps la maison de son oncle magicien. En compagnie d'un petit chien attachant et d'un apprenti magicien maladroit, elle va découvrir cette maison peu ordinaire et être impliquée dans un complot menaçant le royaume. J'ai assez apprécié ce roman et ses personnages hauts en couleur, qui nous plongent une nouvelle et dernière fois dans un univers loufoque, à l'action brouillonne, plein d'humour et de surprises, au fil de la plume tout aussi magique de l'autrice. Sans qu'elle ne devienne un coup de cœur, j'ai aimé découvrir cette trilogie, comme beaucoup poussés par l'idée de découvrir le livre à l'origine du merveilleux château ambulant de Miyazaki. L'ambiance en est assez différente et ses œuvres sont bien à part l'une de l'autre, le film conservant une place de favori dans mon cœur, au contraire de la saga littéraire. Ce dernier tome pourrait ne pas en être un, n'apportant pas de réelle conclusion à la trilogie, et c'est avec un peu de regret que j'ai dit adieu à Sophie, Hurle et Calcifer. Ma lecture suivante, ou plutôt tentative de lecture suivante, fut Le Jardin d'Épicure de Irving Yalom, édité chez Le Livre de Poche. Ce livre est une réflexion autour de la mort, de la peur qu'elle nous inspire et de l'impact de cette dernière sur nos vies. Irving Yalom expose son raisonnement en s'appuyant sur ses expériences de psychothérapeute avec ses patients. J'ai abandonné ma lecture à un peu moins de la moitié du livre. Pas que je l'ai trouvé mauvais ou inintéressant, au contraire, mais ce n'était pas le bon moment pour moi de le découvrir, me plonger dans les questionnements et raisonnements qu'il offre qui m'auront plus déprimé qu'autre chose. Peut-être que j'y reviendrai dans quelques années et qu'il résonnera plus positivement en moi à ce moment-là. Ma dernière lecture de roman de cette update est Le Village des Damnés, aussi appelé Les Coucous de Midweek, par John Wyndham, un vrai défi à la prononciation. J'ai découvert ce récit de SF dans une vieille édition de Noël, 1995, comme moi, que j'ai trouvé d'occasion. Il fut adapté 2 fois au cinéma, mais je n'ai personnellement vu aucun de ces films. La 4e de couverture m'a tout de suite attirée. Dans une petite ville anglaise, un étrange événement se produit. 9 mois plus tard, toutes les femmes du village en mesure d'avoir des enfants donnent le jour à d'étranges bébés aux yeux d'or. Avec eux vont grandir les mystères, mais surtout les dangers qui les entourent. Je dirais que ce n'est vraiment pas une lecture pour tout le monde. De mon côté, j'ai failli l'abandonner, avant de me décider à continuer, trop intriguée par ces enfants si étranges, leur devenir et celui du village. J'ai finalement pris un certain plaisir à lire ce roman particulier. Nous sommes, comme le narrateur, placés dans une position d'observation qui nous tient à l'écart des événements qui se passent dans le village. Le style d'écriture, même des dialogues surannés, peut être lourd et je décrochais parfois lors de certains passages qui se perdaient en longueur et digression. On se retrouve plongé dans une époque qui n'est pas la nôtre, mais les pistes de réflexion offertes par le roman comportent des aspects actuels. Je vais terminer cette vidéo, non pas avec un livre, mais un magazine, le numéro 90 du Coyote Mag, dont les articles traitent principalement d'animés et de mangas. Il nous propose des actualités quant aux dernières sorties et celles à venir, avec quelques pages aussi sur le jeu vidéo, le cinéma et les dramas ou la musique, principalement autour du Japon. C'est assez exceptionnel que je lise des magazines, j'ai découvert celui-ci par hasard et en suis ravie. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, de même que l'idée de pouvoir repérer des œuvres intéressantes amenées à sortir dans l'année, découvrir des interviews, etc. Je me suis aussitôt abonnée pour l'année, 6 publications, et je ne pense vraiment pas le regretter. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à dans 2 semaines, mercredi, pour une prochaine vidéo. Bye bye!